plateau avec 2 invités mais pas d'animateur. Seuls devant les caméras, ils sont là pour débattre. Alors on commence par vous. Présentez-vous. Alors, Francis Rocard, astrophysicien de formation, spécialisé dans l'étude des planètes et au CNES, en charge des programmes d'exploration planétaire, en tous les cas des contributions françaises à ces programmes. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Pourquoi ? Je ne sais pas très bien. Parce qu'il m'arrive souvent de parler dans les médias de l'actualité de l'exploration planétaire, et donc c'est un sujet que je connais bien, et comme parler de l'homme et du robot, ça concerne aussi l'exploration des planètes. Même question, qui êtes-vous ? Michel Tonini. J'ai d'abord été pilote de chasse, pilote d'essai, astronaute, et maintenant je suis responsable du centre des entraînements des astronautes européens en Allemagne, à Cologne. Et pourquoi vous pour ce débat ? Alors, parce que je suis quelqu'un qui a été dans les vols habités. J'ai glané l'expérience chez les Russes, chez les Américains. Je forme des astronautes. J'ai été astronaute moi-même, donc j'ai une bonne connaissance des vols habités. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser, avec la lumière rouge qui s'allumera si on le juge utile. Allez, on commence. Première partie. La question est un peu limitative, je dirais. Parce que bilan scientifique des vols habités, les vols habités ne sont pas justifiés que par la science. Ah, certes, c'est un point important du débat, oui. C'est un peu comme si on disait bilan scientifique des transports terrestres. Bilan scientifique du chemin de fer, non. Je pense que les vols habités sont pluridisciplinaires. Tu peux peut-être expliquer en quoi ils sont pluridisciplinaires ? C'est-à-dire qu'on fait de la science, parce qu'on est... On est dans la station, on fait de la science, mais on fait également du montage technologique, on fait de la coopération internationale, on fait de l'image. Les pays qui n'ont pas accès aux vols habités veulent avoir l'accès aux vols habités pour une question de démonstration technologique. Donc ça sert à beaucoup de choses, et ça sert surtout à avoir la maîtrise et à la gestion des grands programmes. Si on pense par exemple à Apollo, je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui, lorsqu'on fait un satellite ou un robot, tout le système de revue de programme vient d'Apollo et du concept américain des missions Apollo. Alors si on veut parler d'un bilan des vols habités, pour moi il y a 2 grandes catégories de vols habités. Historiquement, il y a Apollo. Et sur Apollo, ce que l'on peut dire, et c'est un atout pour les vols habités, c'est le fait que le programme Apollo n'a pas consisté à envoyer une fois des hommes sur la Lune. Ils y sont allés 6 fois. Et donc, il y a eu 6 missions, il y a eu 6 sites différents. Et scientifiquement, ça a été très intéressant de ce point de vue-là. Et les missions étaient de plus en plus ambitieuses. Et à la finale, 380 kilos d'échantillons lunaires qui ont permis de totalement bouleverser notre savoir sur l'origine de la Lune. Parce que c'est grâce aux échantillons lunaires qu'on sait maintenant que la Lune résulte d'un impact géant peu de temps après la formation de la Terre. Donc là, je dirais un bilan très positif de ce point de vue-là. Pour l'ISS, moi ce que j'entends dans ce domaine, c'est que le bilan est peut-être scientifiquement bon, mais c'est le rapport qualité-prix qui n'est pas bon. Parce que le prix est très élevé. C'est le problème, c'est peut-être le problème, l'un des problèmes de l'homme dans l'espace, c'est son coût, parce qu'il faut assurer son retour et sa sécurité et le fait qu'il soit vivant avec une fiabilité importante. Donc, par exemple, une fusée qui envoie un homme est une fusée qui se doit d'être beaucoup plus fiable qu'une fusée qui envoie un robot ou un satellite, ce qui est à peu près la même chose. Et les vols habités, en tous les cas pour la partie européenne, il y a un petit peu des volontés parfois d'en faire plus et des fois d'en faire moins. Et le résultat, c'est qu'on a des programmes qui sont un petit peu chaotiques pour des raisons qui viennent de décisions au niveau politique. Chaotique parce que peut-être qu'on n'a pas établi une vision à long terme. On n'a pas donné un petit peu le but à long terme de nos vols habités. Peut-être que
le public et le contribuable cherchent un petit peu quelle est la finalité derrière tout ça. Est-ce qu'on fait des vols habités juste pour en faire de la science, comme la question a été posée au départ? Est-ce que cette science vise à faire des produits pharmaceutiques miraculeux qu'on n'a pas aujourd'hui, ou faire soigner des maladies? Les produits pharmaceutiques miraculeux, on en parlait en 72, après Apollo, et on a vu que malheureusement, c'est pas encore d'actualité. Donc il y a eu de la prospective post-Apollo, tout le monde espérait à l'époque qu'effectivement, il y allait y avoir un domaine où les vols habités auraient plus qu'un intérêt scientifique, puisque là, il y aurait une contribution avec des industriels. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc un autre bilan scientifique, c'est quand même qu'on a maîtrisé l'être humain dans l'espace. Le premier vol a été fait il y a presque 50 ans avec Gagarine. On a volé 1h30 à l'époque. On ne savait pas s'il allait rentrer vivant. Et maintenant, on fait des vols régulièrement de 6 mois où les astronautes, les cosmonautes volent en pleine santé. On contrôle leur santé avant le vol, pendant le vol, après vol. On sait qu'on va perdre un peu de calcium, qu'on va prendre des radiations, mais tout est contrôlable, tout est maîtrisé. Tout devient presque de la routine pour prouver que c'est bien maîtrisé et que l'orbite basse est bien maîtrisée, de façon à aller un peu plus loin sur les missions d'exploration. Puisque ISS, c'est vraiment la préparation d'exploration. Ce n'est pas un but en soi, c'est juste une plateforme chère, certes, mais beaucoup moins chère que les missions que nous ferions plus tard pour aller sur la Lune ou sur Mars. Et je pense que c'est la meilleure préparation pour aller sur la Lune. Si on veut faire une mission internationale, l'ISS est la meilleure plateforme pour travailler avec plusieurs pays, pour faire de la science et pour faire des constructions, maîtriser toutes les constructions technologiques, les opérations robotiques, qui nous permettront après d'aller dans l'exploration lointaine. Le problème, c'est, et tu as même parlé de vision, c'est qu'au-delà de j'envoie l'homme dans l'espace pour étudier l'homme dans l'espace, à un moment, il faut avoir un objectif, il faut avoir une stratégie à long terme, et on est un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui, qui est est-ce qu'il va y avoir un programme, une ambition à long terme dans lequel le flot de toutes les nations spatiales pourrait se rassembler. Et je pense bien évidemment au retour sur la Lune des Américains. Aujourd'hui, il y a une incertitude parce que tout dépend d'une décision qui est actuellement au niveau de M. Barack Obama. Et aujourd'hui, il y a une incertitude nette. C'est vrai que c'est cher, hein, quand on dit que les vols habités sont coûteux. Le coût des vols habités est élevé aussi par des raisons de choix. Et on a un exemple vraiment simple sur ISS, sur la Station spatiale internationale. Nous, les Européens, avec l'Agence spatiale européenne, on a fait l'ATV, qui est un véhicule automatique qui va sur la station. Les Japonais ont fait le HTV, qui est un véhicule automatique qui va sur la station. Les deux véhicules se ressemblent et coûtent de l'argent. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire chacun ce véhicule automatique? Ce n'est pas démontré. Mais on a voulu que chaque pays puisse démontrer qu'il avait une sorte d'accès à l'espace, d'accès à la station et de capacité de rendez-vous. Donc on est toujours dans le domaine de la démonstration technologique. J'ai peur que ça soit inévitable, ce genre de choses, parce que le monde idéal n'existe pas. L'Europe n'existe pas aujourd'hui en termes d'une volonté unique. Par exemple, pour les vols habités, on est typiquement dans un cas où il n'y a pas une volonté européenne de faire des vols habités. Il y a autant de volontés que de pays. Dans le cas des missions automatiques, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Alors le terme anglais, c'est bottom-up, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scientifiques, qui constituent la base des utilisateurs, de ceux qui s'intéressent à l'exploration planétaire, savent exactement ce qu'ils veulent faire pour faire progresser leur thématique, l'étude de l'atmosphère, l'étude de la surface de Mars, voilà, ce type de thématique. Donc ils savent qu'il faut prendre tel instrument, il faut que ça soit sur un satellite qui soit plutôt en orbite, ou alors on se pose, ou alors on est mobile, et là on a un robot mobile sur Mars. Et donc finalement, on a de la part des scientifiques planétologues, une volonté parfaitement établie dont on sait qu'elle va aboutir à une science qui sera de bonne qualité parce que les scientifiques se parlent beaucoup entre eux et il y a souvent un consensus pour dire bon, sur ce plan-là, effectivement, il y a un domaine qu'on ne connaît pas, il faudrait faire telle et telle mesure sur Mars ou sur Vénus ou sur Saturne pour faire progresser la connaissance de cette planète. Donc on est dans une thématique du bottom-up et cette thématique fonctionne très bien. Dans les vols habités, on est beaucoup plus dans un questionnement
dans lequel la science n'existe pas au départ. Et après, on peut faire de la bonne science. Moi, j'ai cité le cas de retour des échantillons lunaires. C'est indubitable que ces échantillons lunaires nous ont fait énormément progresser. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, les scientifiques réclament à corps et à cri des échantillons de Mars. C'est la première priorité pour eux. Ramenez-nous des échantillons de Mars. Avec des robots ou avec des hommes, là n'est pas la question. Si c'est des hommes, très bien. Mais ramenez-nous, faites en sorte d'avoir les échantillons de Mars. Simplement, c'est tellement compliqué de faire une mission aller et retour avec tout ce que ça veut dire qu'une telle mission n'a toujours pas vu le jour. Mais les missions dont tu parles ne vont pas en concurrence des missions habitées. Une mission sur Vénus ou une mission extrêmement lointaine ne pourra pas se faire par des êtres humains pendant les 10 prochaines années ou les 50 prochaines années ou pendant ce siècle. Donc il y a des choses qui sont faisables par l'être humain sur Mars. Et quand tu parles de récupérer des échantillons sur Mars, lesquels? Et il y a un pouvoir de décision. Et le problème, c'est que si on voit, dès qu'on fait des distances un peu grandes, il y a un risque. Le robot est quand même un peu fragile. On a les missions sur Mars qui ont été lancées par les Russes et qui ont échoué à 2 reprises. Donc là, il y a une fragilité, il n'y a pas de capacité de réparation. Et il n'y a pas de capacité de souplesse d'emploi ou d'intelligence. Parce que l'intelligence du robot, elle doit être donnée à l'avance au robot. Et si on doit donner un ordre au robot qui est sur Mars, il faut un certain temps, de l'ordre de 20 minutes, qui fait que le robot peut tomber dans des positions catastrophiques, irrécupérables, par le délai de transmission. Donc, alors, là, je suis un peu désolé, mais je suis obligé de te contredire totalement. D'abord parce que Spirit et Opportunity fonctionnent depuis 5 ans sur Mars. Donc finalement, ils étaient vendus. C'est-à-dire que les ingénieurs ont dit « je vous garantis 3 mois ». Le résultat, c'est que ça fonctionne 5 ans. Alors on peut se dire que c'est un miracle, mais il y en a 2 qui fonctionnent. Il y en a un qui est bien enlisé, on pense qu'il va avoir du mal à s'en sortir, mais 5 ans, c'est considérable. Deuxièmement, l'argument qui consiste à dire le robot va tomber dans un trou, non. Le robot ne tombe pas dans un trou parce qu'il a une certaine intelligence à bord, il a des yeux stéréoscopiques, il fait, c'est un terme technique, un modèle numérique du terrain, c'est-à-dire qu'il voit le terrain autour de lui en 3 dimensions, il repère les trous et il ne tombera pas dedans. À l'époque des Lunarod, tu t'en souviens, 72, il y avait un pilote en Union soviétique, un monsieur qui se trouve, je l'ai rencontré, il avait une image toutes les 10 secondes et il pilotait ce rover. Alors là, sur la Lune, on a 2 secondes de délai. Donc on peut piloter, je veux dire, au joystick, c'est-à-dire en temps réel. Sur Mars, c'est pas possible, on a 20 minutes de délai. Donc on a une intelligence à bord et les systèmes ne tombent pas dans les trous. Ils peuvent être fiables, ils peuvent tomber en panne, c'est vrai. Et il n'y a pas d'homme pour les réparer, c'est vrai. Mais, alors, pour équilibrer peut-être cet argument, je dirais qu'avec une mission habitée, on fait 100 missions robotiques à peu près. Bon, d'accord, peut-être qu'un jour on utilisera l'hélium 3. Mais qui ira le chercher? L'homme ou le robot? L'intérêt de retourner sur la Lune, c'est un petit peu l'inscription de la mission lunaire sur la finalité un petit peu de nos vols habités, c'est-à-dire d'avoir une station spatiale qui prépare les êtres humains et les systèmes pour aller sur la Lune, qui la Lune sera aussi un terrain d'entraînement pour aller sur Mars. Donc la Lune, on y a peut-être été un peu trop vite, mais on voudrait y aller de façon différente, de façon très simple. On ne peut pas mettre un seul drapeau sur la Lune, mais y aller de façon internationale. Et on veut y aller d'une façon longue, c'est-à-dire faire des maisons sur la Lune, y aller de façon régulière, d'avoir une infrastructure sur la Lune, visiter des zones qui n'ont pas été découvertes comme les pôles. On vient de savoir qu'il y a de l'eau au pôle sud, certainement par une comète qui est rentrée dans ce côté-là, pour voir la face cachée de la Lune. C'est des zones qu'on ne connaît pas bien. Et je pense que lorsqu'on aura passé quelques années sur la Lune, on sera prêt à aller sur Mars parce que l'implantation sera un peu similaire, les habitations seront similaires, le support vie, la façon de faire des scaphandres, la façon de se protéger des radiations sera aussi un peu similaire. Donc je vois la Lune dans ce sens-là. Oui. Bon, alors, en fait, historiquement, comment tout ça s'est passé? C'est vrai qu'il y a un programme phare américain qui est la Station spatiale internationale, qui a pris beaucoup de retard, a eu beaucoup de difficultés. Donc il y a un effet, il faut le dire, de lassitude de tout le monde, du public américain, du Congrès américain. Ce programme n'est pas loin de coûter 100 milliards de dollars. Donc il faut passer à autre chose. En plus, il y a eu une catastrophe qui s'appelle la navette Columbia en 2003. Et la Maison-Blanche et la NASA
ont décidé qu'il fallait réagir parce que sinon le Congrès allait couper les crédits, on arrête la station, et là on partait dans quelque chose d'extrêmement préoccupant, en tous les cas pour le budget de la NASA. Et donc le meilleur moyen de réagir, c'est de se trouver une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, je pense que la NASA a évidemment prôné l'homme sur Mars en disant maintenant c'est Mars la prochaine étape. Et je pense également que le super programme manager américain, en l'occurrence la Maison-Blanche, a dû dire, attendez, moi je suis un petit peu sceptique, j'ai peur que votre programme ne soit pas du tout maîtrisé, l'homme sur Mars j'entends, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est vrai, c'est complexe, c'est extrêmement long, donc vos coûts ne sont pas maîtrisés, et un bon moyen de maîtriser tout ça, finalement, c'est de passer par la Lune. Donc ce n'est pas le problème de la science qui justifie tout ça, c'est le problème d'avoir une nouvelle étape qui ressemble un petit peu à ce qu'étaient nos explorateurs du XVIIe siècle, Christophe Colomb, Magellan, les explorateurs avec un E majuscule. On est tout à fait dans cette lignée-là. Et donc, après ça, la question va se poser d'une part pour les Américains de confirmer, on attend cette confirmation, c'est une situation qui préoccupe les agences aujourd'hui dans le monde entier, et par ailleurs, derrière, ça va être pour l'Europe de savoir dans quelle mesure elle suit le train, elle prend le train, elle va avec les Américains, et l'objectif finalement, il est officiellement celui-là. La Lune sert de banc de test pour préparer les vols sur Mars. Donc finalement, peu importe où on va, mais l'important, c'est de développer une fusée très puissante qui s'appelle Ares 5 pour envoyer des véhicules lourds en orbite basse. Une nouvelle fusée qui va remplacer la navette qui s'appelle Ares 1, dont d'un premier test vient d'avoir lieu, et un nouveau véhicule qui va se poser sur la Lune. Voilà, c'est tous ces éléments majeurs qui coûtent assez cher et qui vont constituer les briques d'un vaisseau spatial qui va d'abord se déposer 4 hommes sur la Lune et ultérieurement, si tout se passe bien, qui ensuite, avec d'autres briques complémentaires, iront sur Mars. Et donc, pour moi, l'intérêt de la présence de l'homme dans une mission vers Mars, ou même sur la Lune, c'est peut-être ce que j'appelle l'effet d'entraînement. C'est à partir du moment où on a des fusées très lourdes, on peut mettre dans des bagages des instruments scientifiques conséquents qui auraient été difficiles à faire financer par ailleurs. Mais là, dans le flot de programmes importants, finalement, on arrivera à faire de la bonne science. Mais le scientifique, il est appelé après. Bon, c'est comme ça que ça se passe. La justification n'est pas uniquement scientifique pour une mission lunaire, mais moi je pense qu'on a quand même beaucoup à apprendre sur la Lune avant d'aller sur Mars, sur tout ce qui est réseau de support vie, de fabrication d'oxygène, éventuellement de travail sur l'hélium 3, mais surtout aussi parce que l'objectif... Je voudrais quand même que sur l'hélium 3, parce que tu viens de le citer, il faut quand même... C'est un petit peu de la tarte à la crème, l'hélium 3. L'hélium 3, c'est un isotope rare de l'hélium, qui est un gaz rare parfaitement quelconque. Simplement, il n'existe pas sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il est instable. Or, cet isotope vient de ce qu'on appelle le vent solaire. Donc, c'est le Soleil souffle un vent, et il y a de l'hydrogène, mais il y a aussi de l'hélium, et il y a donc l'hélium 3 dans ce vent, qui est en permanence bombarde la Lune. Il se trouve que nous, on est protégés sur Terre, donc cet hélium 3 n'arrive pas sur Terre. Alors, pourquoi maintenant l'hélium 3 est intéressant? Parce qu'avec de l'hélium 3, on peut faire de la fusion thermonucléaire contrôlée. La fusion avec l'hélium 3 ne produit pas de neutrons, c'est-à-dire que l'ensemble ne sera pas radioactif. Et ça veut dire qu'on pourrait faire de la fusion thermonucléaire sans avoir ces nécessités d'enceinte, de protection qui existent dans tous nos réacteurs. Et souvenez-vous de Tchernobyl, il n'y avait pas l'enceinte qu'il fallait et le réacteur a explosé. Et de faire de l'énergie, de faire beaucoup d'énergie. Oui, mais en plus, le réacteur ne devient pas hautement radioactif comme c'est le cas dans tous les réacteurs actuels. Pas de danger. Voilà, beaucoup moins de danger. Moi, je crois très sérieusement que si l'hélium 3 est utilisé à des fins énergétiques, c'est dans la deuxième partie du XXIe siècle. On est à l'échéance de 40 ans, là. On n'est pas du tout. Et je pense que, donc aujourd'hui, parler de l'hélium 3 m'agace un petit peu. Parce que c'est très très futuriste et hautement spéculatif sur la possibilité de pouvoir l'utiliser un jour. Mais 40 ans, c'est demain. Messieurs, il est temps de conclure. Alors, robonaute ou astronaute? Ce qui m'embête un petit peu, c'est que si on envoie des robots sur la Lune, ils ne pourront pas venir aujourd'hui parler sur ce plateau pour dire comment c'était. C'est vrai, mais
Ils n'ont pas besoin de parler, ils envoient des images. Alors c'est vrai que... mais le feeling, la sensation. Le site web de Spirit et Opportunity, qui sont 2 robots mobiles sur Mars, 10 milliards de connexions. Voilà, je crois que ça parle. C'est-à-dire que les gens ont été absolument fascinés par les images que rapportent. Et ce sont des images qui sont prises au niveau du sol, ce ne sont pas des images qui sont prises à 300 km d'altitude, qui, elles, intéressent moins le grand public. Parce que comment interpréter des choses? Là, quand on est à l'échelle humaine, ça intéresse. Donc les robots rapporteront des images. Bon, c'est vrai que la Lune, c'est un petit peu différent. Mais dès qu'on aura non plus des images, mais des vidéos de la promenade sur la Lune, ça va être très, très fascinant à regarder. Je crois que là, il y a beaucoup de choses. Bon, à mon avis, ce qu'on a besoin de faire sur la Lune, avec des robots, avec des hommes, c'est la mobilité. On a besoin de se déplacer beaucoup, et je crois que la NASA est en train de privilégier des séjours avec grande mobilité, notamment un véhicule habité pressurisé, dans lequel les astronautes vivront, avec peut-être derrière une caravane où il y aura le laboratoire et la maison. Avec des roues pour se Avec des roues et se déplacer sur des dizaines de kilomètres. Et je pense que ça, c'est intéressant pour les scientifiques, parce que la diversité intéresse beaucoup les scientifiques. Tu ne l'as pas dit, mais Harrison Schmitt, qui était le seul géologue sur la Lune, a vu des choses que les autres, qui étaient plutôt des ingénieurs, n'avaient pas l'œil pour apprécier l'intérêt de la tache orange qu'il y avait sur la Lune. Or, Harrison Schmitt, géologue, a dit, attendez, il y a un programme, et moi, ça m'intéresse. Il a violé le programme pour aller prélever des échantillons de cette tache orange. Donc c'est là de l'intérêt de l'homme, si c'est un scientifique. Bon, par chance, il y en a eu un sur la Lune, et c'était dans Apollo 17. Donc la question l'homme sur Mars, science-fiction ou réalité, en fait ça dépend du temps. Est-ce que c'est science-fiction ou réalité dans 10 ans, dans 40 ans? Ah là c'est totalement science-fiction dans 10 ans. Dans 40 ans, dans 100 ans, dans 2 siècles. Oui, mais un jour, l'homme ira sur Mars, l'être humain ira sur Mars. Oui. Ça me paraît évident et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Je ne vois pas comment, pour la première fois, l'être humain s'arrêterait philosophiquement d'explorer. Puisque l'être humain explore depuis des milliers d'années, donc pourquoi tout d'un coup on arrêterait l'exploration alors qu'on a les moyens de le faire? Il y a des limites, il y a des problèmes, il y a un coût important, il y a des problèmes de radiation, il y a des problèmes de nourriture amenée, mais ces problèmes sont difficiles. Je suis d'accord avec toi, mais je vais le dire un peu d'une autre manière, c'est que quand on réfléchit un tout petit peu au problème des vols habités, on se rend compte qu'il y a très peu de destinations. Il y a l'orbite basse, il y a la Lune, il y a Mars, et il y a éventuellement un astéroïde qui vient nous frôler, qu'on pourrait visiter pas longtemps. Donc de toute façon, il n'y a pas grand choix. Peu importe. En tous les cas, sur Mars, moi je pense qu'effectivement, inexorablement, il y aura à un moment ou à un autre ce programme qui va se décider, parce qu'il y a une attractivité particulière de cette planète, et donc c'est une cible privilégiée pour des vols habités ambitieux. Simplement. La seule chose qui m'inquiète sur Mars, c'est que si on va sur Mars, par exemple, dans 50 ans, on va arriver à être buté. On va dire, maintenant, quel est le prochain objectif? Et on sait que l'objectif après Mars, ce sera soit un astéroïde, soit sortir du système solaire. Et ça va prendre encore beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Donc Mars, c'est du réalisable. C'est vraiment de la réalité. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme objectif après Mars. Oui, bon, heureusement que ça concerne la deuxième moitié du XXIe siècle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie que nous avons pour sortir du système solaire nous met 40 000 ans pour aller voir l'étoile la plus proche. Oui. Bon, voilà, on en est là. Et c'est pas demain la veille qu'on va réduire ces durées à 40 ans ou à 4 ans. Et de toute façon, l'exploration interstellaire se fera en aller simple. Au sens où ceux qui partiront ne seront pas ceux qui rentreront. Ce sera leurs enfants, vu les durées dans lesquelles ce type d'exploration se fera. Mais maintenant, il y a des combustions différentes. Moi, j'étais à la NASA, j'ai vu des gens qui travaillaient sur la propulsion à très haute vitesse, où on peut aller sur Mars en pratiquement 3 mois, avec des moteurs nucléaires du genre Vasimir, donc des réacteurs vraiment modernes, qui sont
en constante accélération. Peut-être, c'est sûr, je suis d'accord avec toi en tous les cas que le seul moyen de réduire ces durées, c'est de passer par, encore une fois, c'est le nucléaire, qui est la rupture technologique majeure. Il n'y en a pas d'autres. Il y en aurait d'autres moins radioactives, mais non, ça n'existe pas. La seule rupture technologique pour faire des voyages plus rapides, c'est ce qu'on appelle la propulsion électronucléaire. Vasimir étant la version... une des versions très très ambitieuses, mais c'est compliqué parce que comment on fait pour mettre dans l'espace un réacteur sans qu'il nous retombe sur la tête en toute la radioactivité. Donc il faut garantir qu'il n'y a pas de danger. Voilà, la sécurité du lancement est quelque chose qui n'est pas très simple à traiter. Moi, je pense que dans les vols habités que nous avons fait depuis 50 ans, on a toujours une utilisation parfaite du couple homme-robot. Ça fonctionne parfaitement bien. Le robot tout seul a eu des problèmes. On a eu des satellites où les panneaux solaires ne sont pas déployés automatiquement. L'automatisme ne fonctionne pas toujours très très bien. L'être humain est là des fois pour déployer avec des moyens non prévus. On a vu les réparations des panneaux solaires sur la station spatiale où les astronautes ont préparé leurs outils sur place, qui n'avaient pas été prévus pour ça. Donc il y a quand même une souplesse dans le poids de l'être humain, et ça serait dommage de se priver de l'être humain dans des missions qui sont aussi importantes. Si on veut faire de la biologie humaine, on a besoin d'êtres humains. Si on veut faire de l'étude sur l'être humain, pour une raison quelle qu'elle soit, pour varier un paramètre de façon à savoir ce que l'être humain va donner sur Terre, je suis d'accord, mais c'est une justification qui a ses limites, puisque ce que tu es en train de dire, c'est que l'intérêt de l'homme dans l'espace, c'est d'étudier l'homme dans l'espace. Donc c'est un intérêt qui, à un moment, est limité. Oui, ça peut être étudier l'homme dans l'espace. Et c'est ce qui a été fait depuis 50 ans, beaucoup. Pour savoir comment l'homme se comporte avec la modification d'un paramètre, qui est la gravité, de façon à savoir, par exemple, le cœur, est-ce que le cœur peut accepter... C'est nécessaire. Au début, on pensait que l'homme ne survivrait jamais dans l'espace. C'est vrai qu'à un moment, il faut considérer que l'affaire est entendue, et qu'on va passer à une destination un petit peu... L'homme, on va l'utiliser à faire des choses, on va dire, utiles pour les scientifiques ou divers. Maintenant, pour reprendre le point de vue du scientifique, moi je maintiens que les scientifiques, dans un domaine qui est l'exploration planétaire, ne sont pas demandeurs de l'homme. Parce que tout simplement, les robots leur conviennent pour la science qu'ils souhaitent faire, y compris pour des missions complexes comme un retour d'échantillons. Maintenant, si pour des raisons politiques ou diverses, qui ne sont pas scientifiques, la décision est prise d'envoyer des hommes sur la Lune ou sur Mars, derrière, les scientifiques seront appelés pour faire en sorte que la mission ait un retour scientifique le plus intéressant possible. C'est ce qui a été fait pour Apollo, et finalement, pour le grand bénéfice des scientifiques. Donc c'est exactement ça le problème, c'est-à-dire que les scientifiques ne demandent pas l'homme, mais si la décision est prise, eh bien, avec l'homme, on fait des bonnes choses. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve même endroit, même principe, deux invités en face à face pour débattre et s'écouter.